C'est une femme qui est hospitalisée de l'asile. Elle est entrée le 28 septembre 1912. Sa profession, cuisinière, 38 ans. Elle savait lire et écrire, elle était catholique. Célibataire. Ça, c'est la préfecture de police qui demandait donc son placement d'office. Alcoolisation et débilité mentale, avec excitation, violence, confusion mentale, propos déraisonnables, tremblement des doigts et de la langue, arrêtée sur la réquisition d'un marchand de vin, chez lequel elle faisait du scandale et menaçait le personnel. On a là l'inventaire qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Elle avait un chapeau, 2 jupons, un manteau et mantelet, une chemise, une paire de bas, une paire de pantoufles, un sac et un tricot. Encore beaucoup de livrets militaires, fascicules de mobilisation. Vous voyez, tout est pêle-mêle. Oui, c'est 1800, peut-être 91. Ça, c'est le concours. C'est les concours publics d'architecture. Sur quel type de construction on allait pouvoir, sur quel modèle on allait pouvoir soigner les gens. C'est toujours dans la symétrie, côté homme, côté femme. Donc il y a la partie des aliénés, la partie des alcooliques, et puis les habitations du personnel. Parce que l'idée à l'époque, c'était quand même de centraliser sur Villévar tout ce qui existait dans la vie. L'idée de ce moment-là, c'était de créer des lieux de faire semblant. C'était des lieux dans lesquels on allait faire semblant de vivre comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on y avait la ferme, on avait la porcherie, on y faisait le pain, on y vivait, on faisait tout ça. La seule détermination duquel on peut retrouver trace, c'est des espèces de fantasmes un petit peu fous. Par exemple, on disait que les lieux de la folie devaient être construits là où les vents dominants ne risquent pas d'envoyer sur la ville les miasmes de la folie. C'était l'utopie, c'était la grande erreur de ce moment-là. Comme si il suffisait de mettre les fous en dehors de la ville pour que la cité vive en paix. C'était le modèle de l'exclusion. C'est vrai que le lieu était construit sur des modèles préexistants, qui étaient le modèle carcéral, c'est-à-dire qu'il fallait enfermer pour soigner, et il fallait surtout pas que ça sorte de là. Donc c'était l'établissement, autour de l'établissement, un trou, des grillages, etc. L'idée, de toute façon, c'était de permettre une surveillance ininterrompue des sujets. Ils prenaient les mots, d'ailleurs les mots théoriques de l'époque, c'était les sujets dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, qui restent toujours d'ailleurs dans la loi. Les pavillons de traitement. C'est-à-dire que là, il était bien question de traiter la folie. C'était vraisemblablement la maison de santé. L'objectif était de persuader les gens que les gens y étaient bien traités. C'est vrai qu'au niveau esthétique, c'était tout à fait convenable. Au niveau de la qualité des soins, ça c'est autre chose. C'était sur ordre de la famille ou sur conseil de la famille ou sur désir de la famille que les gens étaient hospitalisés. C'était des gens qui étaient vraisemblablement riches. Qu'est-ce que c'était le travail de l'infirmière? C'était des femmes de ménage plutôt qu'autre chose. On travaillait très très dur parce qu'il n'y avait pas de soins. Mais enfin, on s'occupait quand même des lits et puis de la toilette des malades. Mais il fallait les garder, les malades quand même, il fallait les surveiller. Est-ce que vous avez vu des guérisons? On n'a pas vu. J'ai vu des piliers d'asile. Vous savez, à l'époque, ça se faisait très très bien. Il y avait des malades même qui étaient, vous savez, pas plus malades que nous. J'ai connu un cas comme ça. La malade elle-même nous avait expliqué que dans son ménage, il s'était aperçu de certaines choses. Il avait donc fait interner. Elle n'avait rien, une brave femme. Il est mort, cet homme-là. Et 12 jours que le mari était mort, la malade est sortie. Il y en a eu certainement plusieurs. Vous savez, nous, les infirmiers, je vais vous dire, on ne voyait pas les dossiers. Alors les malades, on ne les connaissait pas vraiment. On ne connaissait pas vraiment la cause de leur placement-là. Qu'est-ce qui se passait quand les entrants arrivaient? Et on les faisait déshabiller, et puis on comptait ce qu'elles avaient sur elles, et ensuite on les baignait. Il y avait de quoi faire. Et si elles ne voulaient pas prendre le bain? Ah bah oui, ben, on les mettait de force. On les mettait de force. Quand j'ai vu au 6 les 5 baignoires alignées, que j'ai vu qu'il y avait que la tête qui dépassait parce qu'il y avait un tablier, on mettait des courroies pour que la malade ne sorte pas du bain. J'ai eu un coup au cœur, je dis c'est pas possible, je suis rentrée le soir, j'ai dit je sais pas si je reviendrai, je sais pas si je pourrais supporter ça. On les mettait à 6 h le matin, on les réchauffait donc oui, dans la matinée 2 fois, on les faisait manger et c'était l'après-midi qu'elle les sortait à 4 h. Et quand c'était des trop grandes agitées, elle les sortait quelquefois qu'à 8 h le soir. Quelquefois, elles étaient obligées d'appeler les hommes pour sortir les malades des bains, tellement elles étaient agitées parce qu'elles ne pouvaient pas y arriver. C'était des malades qui étaient attachés les pieds et les mains toute la journée. Ben, au moins, dans la baignoire, elles n'étaient pas attachées.
Et alors moi, je suis rentré à Villévran parce que j'ai eu un accident sur la route. Je suis rentré dans une pièce, il y avait que des hommes, tout nus. Alors j'avais tous ces gens autour de moi. J'ai dit à l'infirmier, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de poignée aux portes, pas de poignée aux fenêtres. Mais ils étaient derrière des cages. Vous voyez, des grillages qui faisaient au moins 2,50 m d'auteur, retournés. J'ai été 6 mois à Saint-Venant. À l'époque, l'hôpital psychiatrique était tenu par des religieuses qui recueillaient comme aide des jeunes filles de 15 ans. Il m'est arrivé d'avoir fait détacher tous les malades d'un pavillon et d'y retourner l'après-midi, les trouver toutes réattachées. Et comme seule présence parmi 60 malades, une jeune fille de 15 ans parce que la bonne sœur était au vêpres. Il y avait à Armentières, pour les grandes agitations, une espèce d'énorme cercueil bourré de paille, et c'est un genre de boîte, tapissé à l'intérieur de genre de zinc métal. Le malade était couché, et puis on glissait dessus un grillage. Aucun soin autre que des soins purement empiriques. Le seul traitement qu'on avait à peu près, c'était les opiacés, des barbituriques en injection. Et puis des traitements dits de choc. C'était pratiquement tout, hein. Mais strictement rien d'autre. Pendant la période de guerre, ça, c'était un peu spécial. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait les restrictions. Ils ne devaient pas peut-être avoir le ravitaillement nécessaire. Ça criait beaucoup plus qu'autrefois. Et puis, à une certaine époque, on a vu pas mal de corbillards. Hein. On en voyait pas mal. Il y en a qui devaient mourir. Hein. Il y avait les restrictions, tout ça, le froid. Et puis, ces corbillards qu'on voyait avec personne derrière, bien souvent. Hein. Bien sûr, ils auraient dû avoir suffisamment à manger, peut-être de chauffage aussi, mais tout ce qu'ils produisaient, peut-être qu'une partie était détournée aussi, hein, évidemment, parce qu'en principe, ils pouvaient se suffire par eux-mêmes. Avec s'ils avaient, ils avaient leur terre, ils avaient leur bois, et ils avaient tout, quoi. Hein. Quand vous étiez jeune interne en 1940-1941 ici, quelle était l'atmosphère de ce lieu? L'atmosphère, il suffit d'y être présent, hein, pour la sentir avec une intensité extraordinaire. Simplement sur le plan physique, voir ce lieu. Hein. Bon, c'était un dortoir dont on ne peut pas imaginer. J'essayais tout à l'heure de faire un calcul, un vain calcul. Je n'arrive pas à compter combien il pouvait y avoir de lits entassés là-dedans. C'était plein de lits. Tout ce plancher était couvert de lits partout, comme ça. Alors, ce souvenir, n'est-ce pas, de l'entassement des fous, hein, dans des dortoirs comme celui-ci, hein, a une force tragique tout à fait extraordinaire, hein, qui nous remet en mémoire, n'est-ce pas, toute cette horreur asilaire que nous avons consacré notre vie à combattre. Hein. Ici, il y avait une ferme avec des hectares de blé, des élevages, et les gens mouraient de faim. Comment vous l'expliquez? Et voilà. Comment un truc pareil a-t-il pu être possible? Et comment cette dimension des choses est certainement celle qui a été le plus écrasée dans toutes les recherches. Les malades mentaux vivaient strictement avec la ration. Mais les Français ne savent pas que la ration officielle, administrée par le gouvernement français aux citoyens français, ne permettait pas de vivre. Tous les citoyens français ont vécu de suppléments obtenus de briquet de broc, sauf ceux qui étaient condamnés à manger la ration. Le matin, on passait la visite. L'interne passait la visite. Le matin, il parcourait les dortoirs, et les dortoirs sentaient le cadavre. Le matin, ça sentait le cadavre dans ces dortoirs-ci. Et je me souviens en particulier de cette image très forte, et je crois bien que c'était là exactement, ou dans la place analogue dans un autre dortoir, mais où est mort, en pesant 38 kilos, un homme qui en pesait plus de 100 en entrant. Là. On ne peut pas venir ici sans que cette image forte ressuscite. Il mourait, enfin, je vous dis, ça sent le cadavre, on le disait comme ça, ce n'est pas une image métaphorique, c'était vrai. Et alors, l'oubli, entre guillemets, hein,
de ces réalités est enfin, disons, autant cette réalité était un des principaux moteurs de notre action, autant son oubli continue à faire le moteur de persévérer dans cette action. Comment peut-on, quand, disons, nous avons témoigné à maintes reprises que la pathologie concentrationnaire, nous connaissons quand ils sont revenus avec leur pyjama rayé du camp de concentration et amaigris comme l'homme dont je parlais là, qui est mort à 38 kilos. Nous avons dit, mais la pathologie concentrationnaire, nous la connaissons. Les patients qui, dans l'inanition, souvent se gonflaient. Ils se gonflaient d'eau. Et alors, on appelait ça les édèmes de carence. Ça avait un nom médical. Ils étaient frappés d'édèmes de carence. Par la carence alimentaire, ils se gonflaient d'eau. Et après, quand on passait la visite, comme ça, on disait, ils se vident. Et ils se vidaient, les édèmes se vidaient, et ils mouraient au comble de la cachexie. Quant à l'idée que ça se passe à côté d'une ferme productive, etc., il faudrait quand même savoir que sous le régime de la collaboration, sous le régime vichysois, comme ça, on ne peut pas imaginer, c'est inconcevable aujourd'hui, quel taux d'oppression pesait sur la vie. Le système d'oppression, n'est-ce pas, le système de mépris des sujets différents qui ne sont pas comme les autres, etc., n'est-ce pas, fait que l'idée ne peut pas venir à ces gens-là de venir en aide à des sous-hommes comme les fous. Le maître à penser de la pensée de cette époque, n'est-ce pas, d'ailleurs, fondateur et directeur de la Fondation des sciences humaines, bon, c'est Alexis Carrel. Or, dans l'ouvrage qui fait de lui le maître à penser de cette pensée-là, qui s'appelle « L'homme, c'est inconnu », c'est lui qui a pour la première fois dit que pour des non-valeurs comme ça, des chambres munies de gaz appropriés permettraient de s'en débarrasser humainement. C'est écrit dans les ouvrages d'Alexis Carrel, qui est le directeur de la Fondation des problèmes humains, qui domine la pensée dont nous parlons. Alors bon, que ce soit volontaire ou pas volontaire, c'est pas volontaire, ça leur coule de source. Ils sont comme ça. Ils peuvent pas avoir l'idée de s'intéresser aux fous quand même, quand on est comme ça. Les camps d'internement, les camps de concentration, quelle réflexion vous en avez tirée à l'époque par rapport à la psychiatrie? Premièrement, la pathologie concentrationnaire, on connaît. Et l'autre conséquence, qui est extraordinairement méconnue, c'est sur le système des capots. Nous savons très bien que le système concentrationnaire ne peut marcher qu'en se servant d'une partie déconcentrée pour faire marcher la machine. Or, nous avons observé que la machine asilaire n'était montée en ne pouvant tourner qu'avec la main-d'œuvre aliénée. C'est à tel point on a des expériences extraordinairement démonstratives ont été faites quand les personnels se sont enfuis à travers l'avance allemande, à travers la France, et que, bon, les fous, un certain nombre sont sortis, qui d'ailleurs ont très bien réussi à se réimplanter dans la société, ce qui met sérieusement en cause, mais pourquoi ils étaient donc hospitalisés, n'est-ce pas? Mais de sans quoi ils ont fait marcher la machine. Les établissements ont marché avec les gars qui faisaient marcher la cuisine, la lingerie, la buanderie et tout le Bataclan, puisque c'était une sélection de travailleurs, comme on disait, parmi la main-d'œuvre assistée, qui faisait marcher la machine. Ce qui fait que le système des capots, on connaît, on a vu chez nous. Et de cela, nous n'avons pas fini de tirer des conclusions aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, à propos des premières conclusions juste après-guerre? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est produit? Oh ben, vous allez me faire raconter tout ce qu'on appelle la révolution psychiatrique, n'est-ce pas? Un immense effort de critique du système, sous les deux aspects. Bon, pour dire les deux directions, si l'on peut dire, qui ont été les directions de la contre-attaque, enfin, contre la barbarie du système asilaire, ça en était une, n'est-ce pas? C'est de changer le système intérieur de gestion, d'organisation des rapports humains, des réseaux de responsabilité, de la hiérarchie, etc., dans les établissements, ce qu'on a appelé la psychiatrie ou psychothérapie institutionnelle.
L'autre, c'était de mettre sérieusement en question l'assimilation du fait il est fou, avec donc il faut l'hospitaliser ou l'interner. Hein. C'est la lutte contre l'internement, et c'est ce qu'on a appelé la psychiatrie de sectaire, le développement d'une psychiatrie hors les murs. Alors tout ce que nous avons pu faire, c'est un monde. Hein. Mais enfin, comme ça, tous ces divers développements d'un travail pour faire le contraire du système asilaire ou aliéniste, hein, est profondément enraciné dans le vécu de l'occupation. Un des moments les plus féconds, hein, de tout ce que nous avons vécu à ce moment-là, c'est que nous avons vu les fous guérir pour mourir. Hein. Nous avons vu les muets se mettre à parler. Les gens qui n'étaient capables que d'un discours extrêmement pathologique se mettre à parler comme tout le monde. L'affaire admirable que raconte Follin, hein, avec cette fille impossible qui faisait tourner le service en bourrique, etc., et qui, avant de mourir, dit « Je vous ai bien emmerdé, je m'en excuse, etc., etc. » Hein. Nous avons vécu tout cela, et ça a eu un retentissement très profond sur l'amélioration, parce que comme ça, l'approfondissement de cette découverte que ce qu'ils appellent la folie, qu'on voit dans leurs asiles et qu'ils décrivent dans leurs livres, c'est un artefact. C'est le destin de quelqu'un qui a perdu la tête tel que sa vie a été fabriquée par le système dans lequel on l'a placé. Et qu'en réalité, il y avait là une falsification profonde, que le destin de la folie pouvait être extraordinairement différent de ce qu'il devient dans ce système en question. Puisque le fou n'était pas si démoli qu'on voulait bien nous le faire croire, à preuve que dans son agonie, il retrouvait son humanité. Ce qui fait qu'il m'est arrivé comme ça de clamer sur tous les toits à ce moment-là, n'est-ce pas, que cette affaire nous a révélé plus que toute autre recherche l'humanité de l'aliéné. J'y suis arrivée en 1942, à l'âge de 5 ans, parce que mon père était médecin-chef ici, et j'en suis partie en 1958. Donc j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence ici. Moi j'ai été élevée principalement par une pensionnaire qui s'appelait Albertine, qui était là vraisemblablement depuis une vingtaine d'années. Qui travaillait chez vos parents? Oui, qui travaillait, qui s'occupait de la cuisine et des enfants, en particulier de moi, puisque mes sœurs étaient beaucoup plus âgées. Et alors, je crois que c'est elle finalement qui est pour moi l'image la plus attachante. Elle se considérait totalement comme ma mère, mais au sens strict, c'est-à-dire qu'elle me racontait ce qui s'était passé quand j'étais dans son ventre, l'accouchement. Et c'est là qu'on voit très bien que les enfants finalement sont très proches du délire, parce que ça me semblait pas délirant du tout, étant donné que c'était vraiment elle qui m'élevait et qu'elle m'aimait et que je l'aimais. Et Albertine, pour faire bref, hein, parce qu'elle avait un délire beaucoup plus riche, mais elle voyait des petits nains partout. Et donc elle les chassait à grands coups de torchon. Je me souviens par exemple que quand le chien mangeait, elle chassait tous les petits nains autour de la soupe du chien, qui lui-même participait du délire. Le délire, c'est toujours collectif. Et quand Albertine n'était pas là, il aboyait pour faire partir les petits nains avant de manger. Enfin, on était tous pris comme ça. Et pour moi, entre la réalité des personnages qu'elle invoquait, en dehors des petits nains, il y avait 4 ou 5 personnages,
Et puis le délire, je voyais pas grande différence avec... Et Albertine rentrait tous les soirs donc, dans son pavillon. Voilà, elle n'a jamais habité à la maison. Elle a toujours gardé le statut de pensionnaire, donc dans le service Chanès, qui était particulièrement fermé. Et le matin, elle venait seule, mais le soir, elle rentrait à 5 heures et je l'accompagnais. Et c'est là, effectivement, que j'ai rencontré l'asile pendant la guerre, donc au moment de la famine. Et c'était assez impressionnant parce que Albertine était quelqu'un d'une grande dignité, une femme très belle, comme ça. Et elle rentrait avec sa robe de bure, là, les uniformes de la guerre qui changeaient tous les 6 mois. Il y avait une robe d'été, une robe d'hiver et basta. Et tout d'un coup, il y avait tous ces cris quand on s'approchait du pavillon, quand même, donc le moins fou normalement. Il y avait ces rituels avec les secrétaires générales énormes qui arrivaient avec des trousseaux de clés et tout le monde gueulait. Et dans la cour, il y avait vraiment des fous, des folles. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir d'avoir eu peur parce que j'étais avec elle, mais c'était des gens qui, toujours en train de filer des bouts de papier, de toucher, de hurler, de faire des grimaces, de faire les fous. Il y avait une microculture de la folie dans son expression même, qui a complètement changé, bon, mais pas seulement par les neuroleptiques, c'est parce que je crois que socialement on ne reconnaît pas les mêmes expressions et on ne va pas le regretter. Mais il y avait un être fou, une façon d'être fou qui a complètement disparu. Et à partir d'un certain âge, vous ne vous posiez pas des questions par rapport à ces cris, à cette ambiance? À force de pénétrer quand même un peu ou prou dans les services, j'ai l'impression banale maintenant d'un vrai camp de concentration. Mais ça m'est venu un petit peu au retour de ma tante qui a été déportée, qui est rentrée en 44-45, qui nous a raconté les camps de déportation. Et puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression que tout se collait. Le camp et les asiles, du moins l'asile tel qu'il existait chez Chanès, chez Dublino. Il se passait beaucoup de choses dans le parc. Le parc était très... Oui, il se passait beaucoup de choses dans le parc. Ça fait toujours rire quand on dit « Ah, le parc de Villeroy ». C'est vrai que moi je regarde, je sais pas, l'impression d'un espace extrêmement beau, mais surtout extrêmement animé. Nous, on savait très bien où était, on n'appelait pas ça le bordel, mais où les gens couchaient ensemble dans le parc, où il y avait le trafic de cigarettes, c'était autour d'une statue et pas d'une autre. Ces statues d'ailleurs étaient la propriété, le territoire de micro-mafias. C'est-à-dire il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient toujours là, qui pour nous d'ailleurs étaient complètement indexées à ce lieu. J'ai oublié leur nom, mais ils avaient des fonctions un peu différentes. Et je me souviens effectivement que dans le parc, il y avait un personnage assez inquiétant qui tenait le territoire d'une certaine statue, je ne sais pas si elle existe encore, et où il y avait beaucoup de marchandages de nourriture. Alors, je ne pense pas que c'est jamais pu suffire à lutter contre la famine, mais il y avait au moins cette espèce d'underground de l'échange, sans argent. Hein. J'ai l'impression que c'était des cigarettes contre des légumes, un bout de viande, enfin du lait, tout ce qu'ils arrivaient à piquer un peu partout à l'administration. Hein. Et puis la prostitution. Et alors ça, c'était une chose assez curieuse parce que toutes les histoires de cul sont restées clandestines. Même quand j'étais interne, on n'en parlait pas. Quand j'étais médecin assistante, on n'en parlait pas. Et pourtant, c'était le vif de la problématique locale. Heureusement. Je ne dis pas que je suis pour la prostitution, mais que les malades fassent l'amour ensemble, c'était probablement un des seuls soulagements comme ça, affectifs qu'ils trouvaient. Il y avait des vrais couples, mais comme c'était interdit, les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre. Et ces couples se retrouvaient effectivement dans ce parc. Donc tout se passait dans ce parc. André. La
dernière fois que tu as vu tes parents, c'est quand? La dernière fois, 1942. J'avais 6 ans. Comment ça se fait que tu les as plus revus? Parce que j'étais toujours été là-dedans. Alors j'ai fait docteur par docteur, redocteur, interne, tout ça, des rapports, être enfermé, jamais sortir. Parce que les parents, ils me trouvaient malade. C'est pour ça. Bah, je faisais des conneries. Je touchais aux allumettes, je touchais à tout. Alors ils étaient obligés de me placer. Et pendant la guerre, le père était à la guerre. Alors avec la mère, il travaillait à la ville. Mais on était beaucoup aussi. Alors, nourrir plusieurs bouches, hein, à la fois, on peut pas. Tu vois que c'est, je veux dire. Et tu te rappelles du premier hôpital où tu as été? Ah oui, oui. Des brutes, des sauvages. J'avais 6 ans. J'ai fait le premier pavillon. Après, je suis monté plus haut. Et au 2, tu avais 14 ans, 15 ans, ils te faisaient travailler, ils te faisaient pousser les wagonnets. Ils te faisaient travailler. Bah, des travails de force. Charger de la terre dans un wagonnet, repousser, soulever les rails, tout ça. Planter, bêcher, tout ça. Arracher les arbres. On était au moins 200 par pavillon. Ils mettaient une pomme de terre chaque assiette et ça de soupe. Il avait des murs, et au milieu il avait un grillage. Alors d'un côté il avait des gosses, de l'autre côté des gosses. Et puis il nous gardait. On a rédit, je sais pas, un camp de prisonniers. Les soins n'en avaient pas. C'était des douches froides. La camisole de force ou attachée. C'est tout. Une petite connerie, ils nous mettaient sur un manche à balai, on se mettait à genoux, on était punis, ils mangeaient, nous on mangeait pas. Et puis on n'était pas contents, ils nous filaient un coup de savate. On était trop petits pour s'évader. Sans ça évader. Jamais on m'a rien dit. Laquelle maladie j'ai? Des impulsions. Je veux sortir d'ici, et puis d'un seul coup, je veux plus. Parce que j'ai fait trop d'années là-dedans. J'ai fait 53 ans d'asile psychiatrique. C'est toute une vie, ça. J'ai fait évader des autres, mais pas moi. Je voulais rester dans l'enfer, moi. Les autres, ils voulaient pas rester, je les faisais évader. Non, il a été jusqu'en Allemagne, en dessous le train. C'était un Polonais. Il voulait rentrer chez lui. Lui, il a raconté l'histoire là-bas. Il a dit la France, ça se passe comme ça. J'en veux beaucoup aux médecins. Chaque médecin, il doit payer leurs dettes. Tout cela, vous avez parlé avec eux. Ils ont dit que c'est ont voulu dire. Ils n'ont pas dit la vérité. La vérité, ils la cachent derrière leur tête. Mais la vérité, il faut la dire. Il ne faut pas avoir peur de la dire. Avec un trousseau de clés à la main, comme ça, attendre que la porte s'ouvre ou à regarder les déambulations des gens dans la cour, eh bien, la clé, parfois, allait vers le mur et il faisait des traces que vous voyez là. Ces trous ont été faits par des infirmiers qui s'ennuyaient, qui frottaient leurs clés sur la pierre, ou bien qui tournaient comme ça, qui faisaient tous ces petits trous là. Voilà. D'autres inscrivaient là leurs initiales, tout un tas de symboles, et tromper l'ennui, le temps.
Ici, il s'agissait d'un service dit spécial qui accueillait les alcooliques du département de la Seine à l'époque. Ces gens qui crapahutaient par la préfecture de police, qui arrivaient ici en petite voiture, qu'on déshabillait, qu'on douchait, auxquels on mettait une tenue de drap numérotée, bien étiquetée, portant l'inscription Asile de Villévrard. Ces gens-là suivaient un traitement et parfois arrivaient malgré tout à tromper la surveillance, se procurer de l'alcool, et il y avait des crises graves de violence, quoi. Le matin, il arrivait fréquemment qu'en ouvrant la porte, on reçoive de l'eau ou un coup de poing ou un coup de pied. Il fallait être sur ses gardes sans arrêt. C'était quelque chose de continuel, l'agressivité, la violence. En ce qui concerne l'alcoolisme, il y avait un traitement spécifique qu'on appelait un traitement de désintoxication. Une cure de dégoût, ça consistait à faire prendre un comprimé ou un liquide à un individu et à lui faire absorber de l'alcool de façon à provoquer des vomissements, une grosse réaction vasculaire et essayer en sorte par là de le déshabituer des prises d'alcool. Alors c'était très pénible parce que ça rendait très malade, il fallait vomir, et bon, c'est quelque chose d'assez dur. Et de votre point de vue, est-ce que c'était efficace? Alors efficace, disons que oui. Il y a beaucoup de gens qui ont été aidés par ces méthodes pour s'en sortir. D'autres, au contraire, refusaient systématiquement l'aboutissement du traitement. Il faut bien se rendre compte que ces soins étaient appliqués contre la volonté des gens, puisqu'ils étaient internés, donc ils n'avaient pas l'envie de s'arrêter de boire. Donc, ils récusaient le médicament et reprenaient les habitudes d'intempérance dès qu'ils le pouvaient. Voilà, alors qu'est-ce qui arrivait à ces gens-là? Alors, ces gens-là, c'était les troubles du comportement, c'était les violences, c'était les internements à répétition dont les durées augmentaient à chaque fois qu'ils revenaient, quoi. C'est ce qui a conduit certains vers une asilisation de 20 années, 25 ans et plus. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu t'es retrouvé finalement en psychiatrie? Qu'est-ce qui t'a amené dans cet établissement? Bah, c'est un docteur. Et puis après, c'était Mademoiselle Chabrol qui était à Necker. Elle me dit, je sais pas, je suis parti comme ça. Elle m'a interrogé. Après, je suis retourné dans ma chambre. Et puis, 2 ou 3 jours après, on nous a amenés à Villévrard. Mais c'était comment ta vie avant de voir ce docteur? Qu'est-ce qui allait pas? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'allait pas. Bah oui. T'as vu ce docteur? Oui, il m'a fait des électrochocs. Et puis un jour, ma mère est venue et elle a dit, faut plus faire d'électrochocs à mon fils. Et puis il a dit, bon, si c'est pas pour elle, ça sera un autre. Alors, ma mère, elle m'a raconté ça. Elle t'a raconté ça. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ça va remonter loin. Hein. Moi, j'avais peut-être à peu près dans une douzaine d'années. 12-15 ans, peut-être, à peu près. C'est pas rigolo. Hein. Il me mettait un ballon dans la bouche, et puis... Et il mettait les tampons, puis ça était. Vous vous réveillez, vous ne savez plus si c'était... Je vous demandiez si c'était pas... si c'était fait. Ouais. Et vous vous souvenez si vous avez eu plusieurs électrochocs? Oh oui, j'en ai eu plusieurs. C'était pour guérir, c'est pour la mémoire. C'était quoi les soins? Ben, les soins, j'ai eu des médicaments, plusieurs médicaments. Puis, vous savez, on travaillait, puis on voyait le médecin, le docteur Dubineau, il passait de temps en temps. Alors les médicaments que vous preniez, pour vous, c'était efficace? Ça faisait quelque chose? Ça vous aidait?
Ça m'a aidé un peu, oui. Ouais. Mais vous, justement, vous n'étiez pas alcoolique? Non, j'étais pas alcoolique, mais je fumais beaucoup. Et c'est pour ça que vous étiez à Pinel? Comment? Comment ça se fait que vous étiez à Pinel, qui est un pavillon Parce qu'on avait atterri aux alcooliques? Oui, je suis arrivé à Pinel en camion, en voiture, oui. Alors, je suis atterri là-bas, puis j'ai attendu qu'on me loge. Puis alors, je suis resté 2 ou 3 jours à Pinel, puis après, je suis allé à Morel. Mais Morel, c'est toujours un service des alcooliques. Oui. Qu'est-ce que vous Mais il n'y avait que des places que là-bas, c'était comme ça, Vous êtes arrivé au spécial, au service des alcooliques, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oui, c'est ça, oui. Pas d'autre solution. Il n'y avait pas de place, je sais pas. Et vous êtes resté 15 ans comme ça? Comme ça, enfermé. J'aime pas beaucoup l'hôpital. Mais c'est à cause de quoi? À cause de beaucoup de choses. Vous pouvez pas être plus précis sur ce qui vous a vraiment embêté à l'hôpital? C'était un peu que j'avais peur vous savez, des médecins, tout ça, et puis... Vous avez tout le temps peur ou à certains moments? Tout le temps peur. Quand on s'apercevait qu'un malade manquait dans le groupe, tout de suite on partait, vite on allait dans le parc, on allait à la grille, et puis après on allait sur les bords du canal. Et sur les bords du canal, moi je me souviens, il y avait des peupliers, le bruit du vent dans les peupliers, ce bruit sinistre, vous savez, qui vous accompagnait. Alors on regardait dans l'eau, si on voyait quelque chose, et puis on cherchait. Revenir au pavillon en disant ça y est, il s'est foutu à l'eau, ou il est parti chez lui, il s'est suicidé, ou il a fait un coup dur. Ce malade que je connaissais très bien, je ne sais pas si on peut dire qu'on avait des relations, pas d'amitié, mais de cordialité, enfin de sympathie. Et un jour, il est parti, et sur les bords du canal, je l'ai retrouvé, il était tapi dans un buisson. Il m'a dit, il l'a compris tout de suite, il m'a dit, tu ne vas pas me faire ça, tu ne vas pas me ramener à l'hôpital. Et c'est là que j'ai compris que, on avait vendu notre âme au système, pas au diable, mais au système asilaire. C'est-à-dire que je l'ai ramené, parce qu'il fallait que je le ramène, parce que mon travail était comme ça. J'étais presque en colère de l'avoir trouvé, de dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Si tu étais parti, que je ne l'avais pas vu, mais je l'avais vu, et puis bon, disons que j'avais fait mon travail consciencieusement. On rejoint le problème de l'arrivée du malade. On leur a levé tout pour leur donner la tenue asilaire. Alliance, lunettes, tout. Quand on faisait mettre ces gens à poil sous des douches, je crois que ça, il y a des images qui nous restent comme ça. Quand ils sortaient, on leur donnait un drap pour s'essuyer, on faisait le paquet de toutes leurs affaires personnelles. Et là, on leur remettait la tenue asilaire. C'était de l'ordre du camp de concentration. Alors on leur disait, vous êtes hospitalisés. Quel mot que ça voulait dire, être hospitalisé. Bon, la plupart ne disaient rien. Il y en avait qui s'insurgeaient, il y en avait qui disaient, je veux pas ça, qu'est-ce qu'on allait faire de mes affaires? Moi, je me souviens d'un malade qui voulait à tout prix la photo de sa femme et de ses gosses. Et seulement, la photo était restée dans son portefeuille avec le reste de ses affaires. Alors, il me disait, mais quand même, la photo de ma femme et de mes gosses. Il faisait que me répéter, mais la photo, je voudrais, là, ça me ferait énormément plaisir d'avoir la photo de ma femme et de mes gosses. Il y avait une violence constante. La violence était là, qui bloquait les gens, qui empêchait. Moi, je le cite, ce malade qui nous regardait, angoissé, que... À mon tour, j'étais angoissé, j'essayais de l'approcher pour lui dire quelque chose, on ne pouvait rien se dire, jusqu'au moment où on a roulé par terre, où on s'est battu, où on s'est frappé. On s'est frappé parce qu'on était victimes l'un et l'autre de ce système de violence. Est-ce que vous êtes senti fragile à un moment donné? Est-ce que vous avez voulu abandonner, par exemple? Beaucoup, beaucoup. J'ai voulu abandonner à plusieurs reprises. Et je me suis souvent dit que je n'étais pas tel. Je ne sais pas si on est fait pour être infirmier psychiatrique, mais moi je me disais que ma sensibilité et puis bien d'autres choses
faisait que je connaissais des moments extrêmement difficiles, très difficiles même. J'ai tout connu dans ce domaine des rapports. Il y a eu vraiment des gens qui nous ont aidés, et puis d'autres avec qui c'était plus difficile, les rapports. Les contacts étaient plus difficiles. Pour des problèmes délicats, le médecin-chef était près de nous. Dans d'autres services, on se débrouillait. Quelquefois, il ne fallait même pas avoir besoin. On n'était pas du tout aidés. On ne s'est jamais compris. Ils ne comprenaient pas les patients ni les infirmiers. On est passé au travers de trucs importants. On est passé à côté. On n'avait de relations qu'à travers le papier. J'ai fait une déprime assez importante et je pense que j'étais bien encadré par les collègues, mais j'ai l'impression pendant près de 3 ans d'avoir été presque une charge pour eux. J'étais pas très clair dans ma tête. Et j'avais la sensation, en plus, on se sent pas bien et auprès des patients, je me sentais inefficace. Un lieu comme Villévrard, au tout début, qu'est-ce que ça représentait? Moi, je sais plus qui a dit dans un livre, j'étais le garde-fou. J'étais le garde-fou. Et pour vous, docteur Chéniaud, c'était quoi? Ah, moi, j'ai pas du tout commencé comme ça. Moi, j'ai commencé comme médecin, avec une formation de médecin, tous les psychiatres ont commencé comme médecins. Mais... Vous n'aviez pas de clé? J'avais pas de clé, enfin, oui, j'avais pas de clé. Je vais avoir peut-être une clé d'un placard de toxique ou quelque chose comme ça, c'est tout. Mais ça, les histoires de clés... À quoi ça servait, toutes ces clés? Alors, la clé, ça, c'était ce qu'on appelait le pass. Ça ouvrait les portes principales de chaque pavillon, les portes de bureaux de surveillants, les chambres d'isolement. Ça ouvrait les crémones dans certains endroits. Ça ouvrait les crémones dans d'autres endroits. Ça, c'était une clé de placard. Ça, c'était une clé d'une autre porte. Clé de placard diverses. Et ça, c'était quoi, là, Ça, c'est les deux anti-libertés de vivre comme on veut. Ah ben oui, ça. Les crémones. Ça, c'est épouvantable. On a supprimé les poignées de crémones de fenêtres. C'était... Pas la liberté d'ouvrir la fenêtre. Les fenêtres n'étaient jamais ouvertes. Aussi, Elles étaient ouvertes quand les dortoirs étaient fermés, on ouvrait les fenêtres pour aérer, pour refaire les lits, mais les dortoirs étaient fermés. Et avant de faire réintégrer le dortoir par les patients, on vérifiait les crémones et puis on faisait entrer. Est-ce que vous avez dans la main? Et le sifflet. Alors là, je pense que quand le docteur Chéniaud est arrivé, l'usage du sifflet, on n'en avait plus. Il y avait du bruit? Ah, quand j'ai commencé, oui. Il n'y avait pas de médicaments. Il y avait soluté de Gardénal. Il y avait... chloral. Potion de chloral. Oui. Potion de chloral, soluté de Gardénal. De la tisane. Il y avait une tisanerie à côté de la pharmacie. Et puis évidemment, c'était bruyant. Et moi, j'ai connu le service Civadon, et vous aussi d'ailleurs, oui. Avec 250 malades. Oh, il y a eu des époques très surchargées, même... Alors qu'antérieurement, il y en avait jusqu'à 600 oui, dans ces 6 pavillons, paraît-il. À une époque, on a été surchargés ici. Ça m'a valu un éclat lors d'une réunion où je décrivais les patients trébuchant en allant au water la nuit et trébuchant sur les matelas par terre dans les couloirs. On n'aimait pas bien vous entendre dire des choses comme ça. Non, et alors je le disais peut-être avec un parler un peu de faubourg, ce qui avait porté à rire beaucoup de personnes de la Réunion, que je regardais un à un. Le docteur Chéniaud n'avait pas ri, mais des internes, je les regardais un à un, ils s'arrêtaient de rire, je me suis levé. Avant de claquer la porte, j'ai dit que Dieu vous garde la santé. C'était une réalité trop dure à supporter. On préférait se centrer sur je ne sais quoi d'autre que de regarder en face la réalité des malades entassés et des matelas qu'on rajoutait par terre et puis on les empilait dans la journée. Bien sûr, nous, on a un système défensif
Et les psychiatres, on a peut-être un système défensif encore plus... et surtout à cette époque, on avait sûrement un système défensif beaucoup plus élaboré que les infirmiers, par notre formation technique et théorique. On avait de quoi se défendre avec des théories et même du jargon. Et Dieu sait que les infirmiers nous le reprochaient, nous démarquaient tout ça, disaient tous vos mots c'est très joli, nous on n'y comprend rien. Et puis ils avaient raison de parler comme ça. À propos de la souffrance des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, c'est une question. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est que cette souffrance, je ne sais pas dans quelle mesure ils souffrent. Je sais très peu de choses sur la souffrance de l'autre. Il y a la souffrance... je n'ose pas dire la souffrance partagée, parce que justement, c'est comme ça que je modère la notion de souffrance partagée, c'est en disant que c'est une question. Moi, je ne sais pas quelle est la souffrance de l'autre. Mais je sais que je peux souffrir en même temps que lui. Je peux peut-être avoir le sentiment, qui c'est l'illusion, que je souffre de la même souffrance que lui, mais... qui me permet de contrôler ou de me détromper, c'est pas toujours facile. Après 18 ans, j'ai parcouru dans des autres maisons psychiatriques. Je venais violent, alors ils m'ont mis dans une maison psychiatrique plus dure. J'étais à Clermont dans l'Oise, c'était dur. Après, j'étais à Limoges, c'était dur. Bon, j'en ai fait 7-8, une grande même. C'est à Limoges. Je m'ai évadé 2 fois là-bas. Là, des murs partout. Là, des cellules, les portes, on pourrait pas les mesurer. On peut crier, on t'entend pas. À la place, c'est les barreaux, c'est des petits trous avec de la ferraille. Là, juste une cigarette, on peut passer. Alors maintenant, ils cachent leur misère, tu vois. Ils cachent tout leur misère. C'est pour ça, là, plus rien dans Villévrain, parce qu'ils cachent toute la misère. Parce que avant, t'arrives venu en 70, avant ou 71, c'était pas comme ça, Villévrain. T'arrives vu des ruines partout. Ah ouais. L'Argadil, l'électrochoc, j'ai eu des machins comme ça. C'est du courant qui te passe dans la tête. Ça m'a aidé à rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 fois où tu t'es évadé? Bah, j'étais comme une bête traquée. J'avais peur des gendarmes. Alors je me cachais dans les forêts, tout ça. J'attendais les gens, ils sortent pour aller faire la moisson, pour aller voler dans leur maison, pour manger. Je me cachais de partout, pour que personne ne me voie. Est-ce que tu as rencontré des gens qui ont été gentils avec toi pendant cette année? Une fois. Une fois, c'est un fils de riche. Il avait une voiture décapotable, il s'est arrêté. J'y ai fait signe. Il m'a dit monte. Il m'a dit t'es drôlement habillé. T'es habillé comme un pauvre malheureux. Il dit viens, je t'emmène. Il m'a payé le restaurant. Bah, je vous raconte pas la suite. Parce que je mangeais comme une bête. Tellement j'avais faim. Je mangeais avec les mains. Il avait jamais vu ça. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Je savais même pas c'était quoi une cuillère, une fourchette. Après le repas, bah, il m'a donné des sous. Puis il m'a dit bonne chance. Il dit je peux pas en faire plus pour toi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire de toi? T'emmener dans ma famille? Mais ma famille, c'est de là-haut, de bas du tas. T'as pas les manières comme les autres. J'ai resté sur la route. Alors je suis arrivé à la maison psychiatrique.
Automatiquement, ils ont enlevé les menottes, mais ils m'ont mis les bracelets après. Des bracelets en cuir, vissés. Et puis après, ils m'ont passé dans une autre salle. Ils ont été chercher une seringue. Et puis ils m'ont piqué. Ils m'ont foutu dans une cellule, ils m'ont poussé. Ils m'ont foutu dans une cellule. Ils m'ont pas donné à manger. Dans toute ma vie, j'étais un type traqué. On a l'impression que tous les patients qui sont là n'ont pas d'histoire. Et à travers leurs vêtements, on découvre en fait leur passé, quoi. On est en 1957 et je vois pas de trousseau. Il y a toutes sortes de personnes, il y a des noms très très différents qui sont là. Et lorsque les familles viennent à Villévrard, est-ce qu'elles viennent réclamer les objets? Ça arrive? Ça arrive. Enfin, ils viennent voir déjà. Et puis très souvent, les laissent à titre de don. Qu'est-ce qui est marqué, là? On peut avoir le détail Oui, un béret, une veste, veste usagée, vêtements gris, pull vert, etc. Même le tout très sale, très usagé, a été désinfecté. Je vois le détail de... livret militaire, portefeuille, papier sans valeur. À propos des familles, donc elles viennent voir. Qu'est-ce qu'elles font? Comment ça se passe? Généralement... Est-ce qu'elles viennent ici, par exemple? Oui, elles viennent ici. Bon, quelquefois, il nous est arrivé d'avoir de l'argenterie. Bon, c'est évidemment, dès que ça a un peu de valeur, les gens le reprennent. Autrement, c'est laissé à titre de don pour être utilisé par tous les patients qui n'ont aucun trousseau, qui n'ont rien du tout. On allait jusqu'à garder les billets de loterie. Mais c'est quoi? C'est des patients qui avaient des billets de loterie? Oui, c'est ça, qui a été déposé. Voyons voir. Il y a une date sur ce billet. Mutilé de guerre, 1957. Le 4, ça voulait dire que on y rentrait un peu par punition, enfin, parce que on était indésirable dans d'autres services ou parce que personne ne voulait venir ici, c'était trop monstrueux. D'ailleurs, c'était un mouroir. Tout le monde, enfin, il y avait un mélange de malades qui était donc toute cette grande agitation et puis tous les oligophrènes, enfin, c'est-à-dire tous les débiles mentaux qui étaient mélangés, qui se ramassaient des torgnoles monstrueuses par d'autres. D'ailleurs, il y avait des échanges. Il y avait également une homosexualité permanente dans un service d'hommes. Et chez les femmes, c'était idem d'ailleurs. Et donc le personnel était dans une grande souffrance aussi, parce que c'est quelque chose de très très dur à supporter. Il y avait une mort permanente. Comment ils faisaient justement le personnel, les infirmiers, pour arriver à supporter tout ça? Comment c'était géré? Beaucoup de gens buvaient. Oui, beaucoup de gens buvaient ou peut-être dans des moments, quand il y avait des bagarres, il y a des gens qui étaient très excités. Ça leur permettait également d'exister, quoi. Enfin, dans tous ces centres d'enfermement, il y a une forme de sadisme aussi qui est de l'ordre de l'insupportable, mais qui existe. Toute cette partie était donc des cellules, et c'était une ou deux personnes, mais souvent une personne à l'intérieur, et c'était des gens qui étaient indésirables dans d'autres pavillons. Ça pouvait se poser de plusieurs façons, ou des gens indésirables, ou des cas extrêmement, des gens dangereux, des cas, des gens qui étaient dangereux, donc qui venaient ici, et normalement, soit ils étaient pris par la justice, ou par la psychiatrie.
là, c'est une cour qui... Enfin, il était confiné environ une cinquantaine, un peu plus d'ailleurs, de malades. Vous aviez un mur très haut, ici, qui allait jusqu'au bout. Et tout le long, il existait un seau de loup avec un grillage renversé, comme ça, sur l'intérieur. Si une évasion avait dû se faire, elle se faisait de l'autre côté. C'est arrivé que des malades arrivaient à s'évader comme dans les prisons, exactement. Enfin. Mais pas dans la cour, parce qu'ils étaient toujours sous l'œil de personnel infirmier, et donc ça ne se produisait pas. Combien de monde jusqu'où ça a grossi? Il y a eu même des matelas par terre. On recevait beaucoup de gens. Des gens, enfin la police nous les amenait, oui. Il y a toutes sortes de gens, enfin. La police nous les amenait sur des civières. Ils étaient complètement ficelés, menottés et dans des conditions. Et c'est curieux, mais quand on les défaisait, la police avait peur parce qu'ils sentaient que. Pour eux, le malade allait avoir une réaction immédiate, alors qu'en fait, d'un seul coup, il se sentait à l'abri. C'était un pavillon, il fallait rester en éveil. Le moindre bruit, on savait qui était qui, et surtout, les gens avec le nosinant et le largactyle, ça leur donnait très soif. Et je me souviens avoir vu des malades avec des pots en plastique qui tapaient dans la porte. Bon, alors, on descendait. Et on leur donnait à boire. Et je peux vous assurer que j'ai vu des malades prendre le broc d'eau et de se le faire d'une traite. Tellement ils étaient... c'est vrai que les radiateurs n'étaient pas réglés, comme aujourd'hui ça pourrait se faire. Donc si c'était l'hiver, il faisait très chaud. Et avec le traitement, enfin, ils ne dormaient pas pour autant. Hein, parce que c'est plus tard qu'on s'est aperçu que des doses de largactyle ou de nosinant à haute dose ou d'autres médicaments de la même sorte, eh bien, à haute dose, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas dormir spécialement les gens. Ici, donc, ça, c'était fermé, derrière les cuisines. Un petit détail pour les cuisines, c'est que les pensionnaires n'avaient pas de couteau ni fourchette. Bon, ils mangeaient avec une cuillère, les viandes étaient coupées d'avance, de façon à ce qu'il n'y ait pas, justement, de problème de couteau qui pouvait servir en tant que carme ou peut-être aussi pour dévisser une porte ou, enfin bon, en vue d'une évasion. Il y avait une fouille par semaine, une fouille totale de chaque cellule. Il fallait être extrêmement soigneux pour voir que rien ne traînait, pas de couteau, pas de feu, de métal pour dévisser les parties des cellules. Ici, c'était vraiment le mouroir parce que les gens qui étaient valides, ils montaient dans les étages. Ici, c'était vraiment des gens invalides, des gens qui étaient dans des situations dramatiques. Quand on ouvrait la porte du 4, il y avait, avant d'ouvrir, il y avait d'abord les cris stridents qui sortaient du pavillon. Immédiatement, dès qu'on ouvrait la porte, c'était les odeurs. Ça puait vraiment, il y avait des odeurs épouvantables, d'odeurs de merde, de fétide, de pipi, de tout ce qu'on veut. Dans une cellule, un jour, moi j'ai ouvert la porte, le type il a pris l'encoignure de la porte et il s'est frappé la tête, enfin, de toute façon, bon, il avait envie de mourir, mais qu'est-ce qu'on pouvait avoir envie d'autre ? Qu'est-ce qui peut se passer quand on est dans une situation extrême comme ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir envie de... Quel est le désir de vie? Quelles sont ses chances de survie aussi? Jusqu'où ça peut aller? Après l'équipe que nous étions, on a fini par éviter un maximum d'injections. Et de temps en temps, on l'a laissé entendre au patron. Il ne disait plus rien. Il a fini peut-être par... je sais pas. On sentait bien que c'était pas possible. Ça changeait rien. Ils étaient toujours aussi agités. Ils étaient dans des situations de souffrance et la nôtre aussi d'ailleurs. On sentait qu'on avait un très mauvais rôle là-dedans. Tout le monde avait très peur du cas. Tout le monde, les malades, comme le personnel, avaient peur d'y venir. Oui, d'ailleurs, il y avait des menaces. On entendait dans les services, les gens disaient fais gaffe, hein, si tu joues au con, on t'envoie au 4. Tu sais ce que c'est que le 4? C'est très très dur. Hein. Mais en fait, ce qui était dur, c'était de se regarder les uns et les autres. Le côté dur, c'était de
de pouvoir regarder ce qu'étaient les autres. Les gens qui venaient ici, immédiatement, étaient paralysés. Même les grands agités, ils avaient peur, ça faisait peur. On n'avait pas accès au dossier. Il n'y avait que le surveillant et le patron, donc les internes, qui avaient le droit de regarder dans les dossiers. Plus tard, on s'est donné le droit. Hein. Moi, en tant que veilleur, j'ai immédiatement mis le nez dans les dossiers, je voulais savoir. Sinon, on nous donnait des papiers pour dire, voilà, tel malade a tel traitement. Nous étions que des exécutants, rien d'autre. Qu'est-ce qu'on entend par pavillon de rejet à cette époque-là? Le pavillon de rejet, c'était en fin de compte la continuité de l'état d'esprit dans lequel fonctionnait la psychiatrie. Psychiatrie, c'était le rejet de la société. Eh bien, à l'intérieur des services psychiatrie, il y avait aussi des lieux de rejet. J'avais vécu ça dans les années d'internat. Je me rendais compte qu'on pouvait à un moment donné avoir envie de mettre de côté des patients qui troublaient le travail qu'on essayait de faire. Et il y avait tout le temps des occasions comme ça. D'ailleurs, c'est certainement aussi l'histoire de la psychiatrie. On se rend compte qu'à partir du moment où on a pensé que si des gens vont mal, c'est à cause d'autres, on est dans un circuit et une explication des choses et une conduite à tenir. Et on voit que c'est tout simple, en réalité. Si ça va mal, c'est parce qu'il y a des gens qui, vraiment, sont fous, plus fous que les autres, plus dangereux que les autres. Alors, on va les exclure. Ce qui est antinomie de la psychiatrie, puisqu'on peut dire que, vraiment, la difficulté en psychiatrie, c'est de ne pas assumer des conflits. Alors, si ne pas les assumer, c'est de rejeter, bon. Mais alors, quand je suis entré dans ce pavillon, quand même, j'ai eu un haut le cœur. On n'y entrait pas directement, on était de l'autre côté de la cloison, et ici, il y avait un groupe de gens assez bizarres, plus ou moins agités, mais à l'intérieur de cette salle, il y avait dans ce coin-là un carré cloisonné, à l'intérieur donc, où il y avait un chiotte à la turque, par terre, et où on enfermait tous les jours le matin les 2, 3, 4, 5 patients vraiment les plus rejetés d'ici. Alors, on peut dire on était au niveau de l'atroce de l'atroce. Et pourtant, qu'est-ce qui s'était passé? Les soignants avaient essayé eux-mêmes, simplement, pour arriver à travailler ici, de se mettre dans une situation relationnelle, leur donnant l'impression de pouvoir quand même faire un minimum de travail soignant avec certaines personnes. Donc, pour y arriver, il fallait faire comme tout le reste. Il fallait écarter les plus difficiles, les plus atroces et les plus pénibles pour les mettre de côté. Mais alors, ça venait de se passer, ça, à peu près il y a deux ans auparavant. C'est-à-dire comme un progrès technique organisé par à la fois le médecin et les infirmiers, s'était mis en place un rejet dans le lieu de rejet. Et on peut dire pour pouvoir travailler. Alors c'est vrai, c'était... Pour organiser son travail. Alors voilà, toujours avec cette ambiguïté, pour pouvoir travailler ou pour être tranquille. Ouvrir une porte, entrer dans un lieu où il y avait des cloisons comme ça, comme des pelures qui s'élevaient les unes après les autres, et tomber sur la vision de 3 hommes nus, toujours tournant en rond, couverts de cendres de cigarettes, d'excréments. Et aussi le fait, je pense qu'il y avait probablement des femmes internes qui devaient passer, délivrer une ordonnance auparavant, mais que c'était... La première, avec une autre psychologue, nous étions 2 femmes à entrer et à nous installer de manière plus durable, avec tout ce qu'on peut se représenter aujourd'hui, de la violence que ça pouvait représenter, cette intrusion, cette porte ouverte. C'est vrai que... Comment vous étiez reçue justement en tant que femme à l'époque? J'imagine, il y avait des infirmiers ici. Il n'y avait que des infirmiers hommes et que des malades hommes. Enfin, on les nomme comme ça. C'est vrai que peut-être les représentations qu'ils avaient d'eux n'étaient pas ça. Mais c'est vrai que c'était un lieu extrême de l'humain, je crois. Extrêmement humain. Comment avez-vous été reçue? Quelles a été les réactions des infirmières? Je crois très angoissée, mais l'angoisse se traduisait surtout par de la violence et de l'agressivité. C'est vrai que j'ai envie de dire que l'idée qu'on a eu assez vite avec l'autre jeune femme avec laquelle je travaillais, c'est que la folie était normale. Et ça ne pouvait être que normal d'être fou là.
mais dans une espèce de stase, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'immobilité, d'habitude, de rythme, et qu'il n'y avait probablement aucune place pour la parole. C'était l'écrit, le silence, la violence. Et que je pense qu'il y a eu un certain nombre de convergences qui se sont faites, à savoir, bon, une espèce de jeunesse et de naïveté, le fait qu'il y avait effectivement une turbulence d'idées à ce moment-là, en 71, post-68 Ardes, politique, psychanalytique, antipsychiatrique, et qu'on avait à chercher des sources d'inspiration à l'extérieur, qui étaient la psychothérapie institutionnelle, qui venait un peu couper l'histoire identitaire de cet endroit-là, et en même temps essayer, en ouvrant la porte, d'ouvrir les bouches. Ce qui était aussi, je m'aperçois aujourd'hui, très très violent, et avec des urgences de décision à prendre. La première ayant été de vêtir et de détruire cette espèce d'anus, parce que les murs étaient transparents. C'est-à-dire que les infirmiers voyaient tout le temps. Il n'y avait pas des murs en dur. J'ai le souvenir d'une transparence qui montrait tout le temps. J'ai l'impression que ce qui a fait différence et scandale et violence, c'est que nous, ce petit noyau qui arrivait, on a tenu les mêmes propos, on va essayer de faire, on va entrer, et on est resté. Cette parole a correspondu aussi pétrie de bonnes intentions qu'on pouvait être, aussi... on a malgré tout tenu, et ce qui me revient aujourd'hui, c'est que la seule parole que je me disais intérieurement, c'est « il faut tenir ». Mais je ne savais pas quoi, mais il faut tenir. Et c'est vrai, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, peut-être dans une inconscience absolue. Ce qu'on avait essayé d'instaurer, inspiré de la psychothérapie institutionnelle, c'est des réunions où les malades pouvaient prendre la parole, les infirmiers aussi, et qu'on tenait, et puis qu'un jour ça n'a plus tenu parce que je suis entrée dans ce pavillon et les infirmiers avaient mis un jeu de massacre et ils bombardaient sur des petits personnages, et là j'ai capitulé sur les réunions, ça je me souviens. J'ai envie de vous demander comment vous avez été reçu, vous, en tant que médecin-chef, tout d'un coup. Donc, dès le départ, de façon totalement incrédule. Alors, dans ce pavillon même, je me souviens que les premières rencontres, ça a été des réactions du surveillant, mais me riant en effet au nez lorsque je disais que je reviendrais, je dirais un surveillant de l'après-midi, je reviendrai. Parce que c'était quelque chose qui était, en effet, stupide, de penser qu'on pouvait revenir ici, puis pour faire quoi? Puis de toute façon, ça faisait partie des choses qu'on leur avait dit à des tas d'occasions, à quelques occasions, et où, en fait, rien ne s'était passé. Alors, ce que vient de dire Tessa à propos des réunions, c'est vrai que les seuls moyens qu'on avait à ce moment-là a été de faire circuler la parole, de venir et de faire circuler la parole. On est là, on revient, et que c'est quelque chose qu'on reproduit tous les jours, ça a une force en réalité a posteriori considérable. Et c'est vrai qu'il a fallu pendant des années proposer aux infirmiers d'abord de se parler, de se voir régulièrement, toutes les semaines, parfois plusieurs fois dans la semaine, de rassembler le personnel des 3 pavillons qui constituaient le secteur. Et c'est vrai que ça a duré des années. Janine, est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous êtes arrivée en psychiatrie en 56? Les docteurs sont venus me chercher au 10 rue Michelet. J'habitais au 10 rue Michelet. Ouais. Qu'est-ce qui se passait au 10 rue Michelet pour que les docteurs... Parce que j'étais fatiguée. Vous étiez fatiguée? Oui. Ouais. Et alors, ils sont venus vous chercher? Ils sont venus me chercher pour m'emmener à Maison Blanche. J'avais 26 ans. 26 ans. Vous y êtes resté jusqu'à 71, je crois. Jusqu'à 71, au mois de juillet 71. Oui. C'était ancien. C'était les vieux pavillons. Il y avait les pavillons d'infirmerie. J'ai d'abord été là. Et puis après, j'étais ailleurs, mais je suis restée pas mal de temps là. Est-ce que les docteurs vous ont dit quelle maladie vous aviez? C'est dépressive. Dépressive.
facile. En 50, quand j'ai eu mon fils, j'ai été très longtemps en douleur pour avoir mon fils. 16 heures. 16 heures quand j'ai eu le premier. C'est ça qui m'a rendu malade. Depuis ce temps-là, j'avais été malade. Comment ça se passait les journées à l'infirmerie? C'était bien. Moi, je me plaisais. J'allais voir tout le monde dans les lits. Il y avait un grand dortoir. Il y avait des grands dortoirs avant. Grand dortoir. Il y avait les docteurs, ils disaient... On les voyait tous les jours. Enfin, ils ne disaient rien. Ça, c'était difficile à supporter, que les docteurs disent rien? Non. Non. Non, non, moi je disais rien, Je disais rien du tout. Qu'est-ce que vous faisiez pendant la Ils journée? nous appelaient des fois quand, pour voir comment ça allait. Dans la journée, on allait travailler des fois. Qu'est-ce que Ils nous emmenaient à c'était travailler. Qu'est-ce que c'était comme travail? Faire la cuisine, s'occuper de la cuisine un peu. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que ça a été les soins? Qu'est-ce qu'on vous faisait comme soins? Ah, j'ai eu des piqûres de l'insuline au début. C'est du sucre. Du sucre. C'est grossière, c'est du sucre qu'on dormait. On nous faisait dormir, on nous faisait des comas, on dormait. Ça aussi, c'était bien, parce que vous avez l'air de dire que C'était bien, oui, j'aimais bien. J'aimais bien, oui. Finalement, vous gardez aucun mauvais souvenir de Maison Blanche? Non, 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 non. Je m'ennuie ici. Je m'ennuie ici. C'est ça, alors je pourrais déménager ici. On déménage. Maintenant, ici, dans cet appartement, vous voyez beaucoup moins de monde. Ah si, je regarde beaucoup aussi. Je regarde beaucoup aussi. Je vois le monde qui passe. Je regarde le monde qui passe aussi. Si. Si. Oui. Il y a des gens qui passent vous voir? Des amis? Des amis? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup, non. Non. Il y en avait avant, mais ils viennent plus. Ils viennent plus. Et vous avez des rapports avec vos voisins? Je les connais comme ça, comme ci, comme ça. Et eux, ils viennent vous voir ou... Non. Ils viennent des fois. Des fois. Ils croient que je suis morte, alors ils passent. Ils viennent voir. Ils disent, on croyait que vous étiez morte, alors on venait à boire. On vient boire. Oui. Et les soins ont changé pour vous entre les débuts et maintenant? Ah bah oui, bien sûr, j'en ai plus beaucoup maintenant. C'est quoi la grande différence? C'est beaucoup de... J'avais beaucoup de médicaments avant. Et après, en vieillissant, j'ai pris sur moi, puis voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé à parler? Toute seule. Seule, comme ça. Seule. Seule. Oui. Le lieu où nous sommes, c'est un lieu dont je disais tout à l'heure, j'en avais été le patron. Toute cette aile était l'hôpital Femmes. C'était en 69. C'était cette aile de l'hôpital Femmes. Il y avait donc 6 pavillons. Je me souviens très bien, 195 malades. 195 malades par pavillon? Non, non, au total. Vous étiez le chef de tous ces pavillons-là? Oui, oui, de tous. Et ce service venait d'être évacué par le prédécesseur qui, lui, s'était trouvé avec 5 ans avant, avec une situation, il y avait dans les mêmes locaux plus de 500 malades. Donc il avait déjà fait un travail considérable. Alors vous, quand vous êtes arrivé, justement, le travail était fait ou beaucoup du travail était fait. J'arrivais de province où j'avais en province peu de collaborateurs médicaux. D'un coup, il y avait beaucoup de collaborateurs médicaux, ce qui fait que je n'ai pas eu grand-chose à faire. Alors quand il n'y a pas grand-chose à faire, on peut inventer. Et j'ai mis en place, avec un certain nombre d'autres, un centre de formation qui a fonctionné pendant les 2 ans qu'a duré cette direction de service. Voilà ce que moi j'ai fait à ce moment-là. Quel type de thérapie Les neuroleptiques à l'époque.
Alors, comment ça se passait avec les neuroleptiques? Les neuroleptiques, le largactyle, l'halopéridol, vous me faites faire des efforts mnésiques. Alors justement, le largactyle, c'était toujours le largactyle 20 ans après? Bien sûr, oui. Et l'halopéridol essentiellement, il y a 20 ans, oui. Est-ce qu'il y avait encore des pavillons où on enfermait ou des cellules? Est-ce que c'était utilisé? Non, pas ici, pas chez les femmes. Les cellules étaient peu répandues chez les femmes. Une partie fermée au fond. Pourquoi? Les agités. C'était quoi les agités? Ben, c'était ce qui restait et qui restait agité après le passage des neuroleptiques. Ça veut dire quoi ça? Ben quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les neuroleptiques avaient permis de réduire grandement l'agitation, mais qu'il restait quand même des zones où c'était encore agité. Alors ces zones agitées, c'était le reste de la période asilaire, c'était quoi? Probablement que c'était un peu ça, parce que quand on a pu fractionner les services, ça a commencé en 71, le service a été complètement repartagé. Peu à peu, on n'a plus vu d'agitation. Et ça, ce sont un peu les mystères de la nosographie, de la nosologie. Les pathologies, vous les avez vues évoluer, ah vous, ouais. vous en avez vu disparaître? Ah ouais. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. On ne peut pas savoir. La folie est une zone quand même qui conserve tous ces mystères. Hein. La donnée fondamentale pour moi, c'était le problème de l'entrée et de la sortie. Et par conséquent, après, une fois que les problèmes de l'entrée et de la sortie sont un peu dépassés, laisser les gens dehors et faire tout le travail dehors. Reporter tout le travail dehors. Problème des entrées et des sorties. Ah ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Ben, la sectorisation s'est amenée. Ma génération, c'est ça, il faut travailler au dehors. Donc on essaie de gagner des positions au dehors. Alors au début, évidemment, c'est dans les dispensaires, on utilise ceux qui existent, puis peu à peu, il y a des structures particulières, spécifiques, qui se mettent en place. Dans la mesure où, à l'époque, il fallait rencontrer des échos favorables chez les municipaux, hein, dans les municipalités, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes à Villévrard? Depuis le 12 avril 59. Je suis sorti le 15 de prison et de la prison même ici. Je me rappelle, le premier jour que je suis arrivé, j'ai eu affaire à une assistante sociale, soi-disant une assistante sociale. Il y avait un homme et est-ce que c'était des docteurs? Je ne sais pas, je ne connaissais pas. Hein. Le matin, je suis arrivé et à 1h, j'avais rendez-vous avec ces gens-là. Des gens très bien. Ils m'ont questionné. Et puis ils sont restés là une demi-heure avec moi, puis ils sont partis. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez ressenti ce jour-là? Sur ces gens-là? Non, ce jour-là. Qu'est-ce que vous ressentiez? Quel sentiment vous aviez? C'est dur à expliquer. Hein. J'étais pas dans mon état normal. Moi, j'ai vu ces gens-là, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, on viendra vous revoir. Et puis, je les ai jamais revus depuis 30 ans. Je ne sais pas qui j'ai eu affaire. S'il n'y avait pas eu un lieu comme Villévrard à l'époque où vous êtes arrivé, à votre avis, qu'est-ce que vous auriez fait? Je serais peut-être mort. Hein. Parce que, je vous dis, j'ai pas de logement, presque rien à bouffer. Je traînais comme ça. J'avais des bonnes places, je tenais pas en place. J'ai eu des bonnes places, hein, où je gagnais à peu près, en ce temps-là, je me faisais 50, le plus 60 000 francs par mois. Et ça n'a pas duré. J'ai pas réussi, j'ai mal réussi dans ma vie. Et depuis que vous êtes arrivé donc ici, vous n'avez pas eu envie de sortir, d'aller à l'extérieur, de reprendre une vie si j'avais eu le nécessaire en argent et enfin tous ces problèmes, je serais sorti depuis longtemps. Mais j'avais aucune ressource, rien du tout.
Alors je me laissais aller ici, comme ça. Je traînais. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps, justement? Ben, j'ai bricolé, j'ai travaillé un petit peu à l'entretien, parce que dans le temps, les malades qui voulaient travailler, travaillaient à l'entretien, dans le bâtiment. Il y avait des ateliers en bas, je ne sais pas si vous les connaissez, les ateliers qui sont tout en bas. Alors on travaillait un petit peu, ça passait le temps. On ne gagnait pas énormément grand-chose, mais enfin, c'était toujours ça, quoi. Je gagnais quoi 30 francs par mois. Et vous avez travaillé pendant combien de temps? Et un beau jour. Ben, à l'entretien, j'ai travaillé près de 10 ans. Ça n'a pas duré, j'ai abandonné l'entretien, et puis un beau jour, je me suis décidé à aller à la cuisine pour travailler. Ils m'ont accepté, ils m'ont bien pris, puis j'ai travaillé 20 ans. Moi, j'ai toujours été un peu élevé sévèrement. On n'a pas toujours le droit de dire ce qu'on veut. Quand vous avez vécu avec d'autres infirmiers, pas les anciens, ceux qui ont suivi... Actuellement? Oui, actuellement, ou il n'y a pas longtemps. Comment se passaient les rapports? Bah, depuis, ça a été sectorisé. Je trouve qu'on parlait mieux avec un infirmier actuellement que dans le temps. Dans le temps, tu prenais tes médicaments, tu allais manger, et puis tu allais dormir. Et avant, c'était très dur. On ne parlait pas toujours à un infirmier. Pourquoi? Parce qu'il était supérieur. Supérieur à nous. Je sais que je me sens un peu mieux. Depuis ces dernières années, là. J'ai jamais désespéré. Quel effet ça vous fait d'être resté ici 33 ans? Je peux pas vous dire. J'aurais jamais imaginé ça. Quelques années, ça aurait encore été possible, mais 33 ans...